Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. C'est fait, l'interdiction de la peine de mort est inscrite dans la Constitution française. Les députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles pour ce vote solennel ont aussi adopté le nouveau statut pénal du président de la République qui instaure une procédure de destitution. Heureux dénouement à Beauvais, la fillette d'1 an et demi disparue depuis vendredi a été retrouvée en bonne santé. L'adolescente de 14 ans à qui l'enfant avait été confié a été interpellée et placée en garde à vue. Une occupation qui tourne mal, le climat se dégrade autour du village de Tente du canal Saint-Martin à Paris. Les riverains dénoncent les agressions et les bagarres. Augustin Legrand, revenu sur les lieux, demande au gouvernement de s'engager davantage. À l'étranger, une poignée de main amicale, mais sans réel contenu. Le sommet israélo-palestinien parrainé par Condoleezza Rice n'a pas permis d'enregistrer d'avancées concrètes vers la paix. Un groupe de scientifiques en appelle à l'ONU pour dévier la course d'un astéroïde. L'objet long de 390 mètres a une chance sur 45 000 de heurter la Terre en 2036. Il pourrait détruire un pays de la taille de la Grande-Bretagne. Enfin, les grands cuisiniers sont aussi des chefs d'entreprise. Le premier palmarès des toques blanches distingue Alain Ducasse, 93 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, devant Joël Robuchon et les frères Pourcel. Un symbole pour tous les peuples du monde, c'est ainsi que Dominique de Villepin a commenté l'inscription de l'abolition de la peine de mort dans la Constitution en fin d'après-midi. Elle a été votée à une très large majorité par les parlementaires réunis à Versailles. Au menu également le gel partiel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie et un sujet très sensible, le statut pénal du chef de l'État. Sur place, Alexandre Carra, Tristan Lebras. Le décor est toujours somptueux. Mais cette année, pour le dernier congrès du quinquennat, députés et sénateurs se sont serrés la ceinture. Sous les ordres de la République, moins de fonctionnaires, pas de garde républicain à cheval, pire encore, un déjeuner à l'ordinaire. On voulait qu'on fasse repartir la voiture dans l'autre sens. En revanche, Jean-Louis Debré n'est pas avare de bonne humeur. Il accueille le Premier ministre pour le baroud d'honneur des derniers chiraciens. Au programme du jour, 3 réformes, celle du statut pénal du chef de l'État, l'inscription de l'abolition de la peine de mort dans la Constitution et le gel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. De ces 3 modifications, c'est le statut du chef de l'État qui fait le plus débat. Pour tout manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat, le président pourra être destitué par le Parlement réuni en haute cour. Une réforme officiellement soutenue par l'UMP. C'était un engagement du président de la République et j'aime bien quand les engagements sont tenus. Et je suis heureux d'aujourd'hui d'être parmi ceux qui votent pour tenir cet engagement du président. Mais en réalité, derrière Édouard Balladur, ils sont quelques-uns à droite à afficher leurs réserves. Je peux vous assurer que si les élections n'avaient pas lieu dans quelques jours, ce malaise se serait exprimé fondamentalement par un vote négatif. Principale critique, ce texte risquerait d'introduire dans la Constitution la notion de responsabilité politique du chef de l'État. Si un jour les deux chambres ont envie de se payer le président de la République, ils pourront. On rend le président de la République responsable politiquement devant le Parlement, ce qui n'est pas la Constitution. C'est le Premier ministre qui est responsable devant le Parlement. Dans l'après-midi, la réforme a été finalement votée, les sceaux apposés sur la Constitution, un texte qui s'appliquera pour la première fois au prochain locataire de l'Élysée. Et les parlementaires avaient, pour beaucoup d'entre eux, l'esprit accaparé par les élections, comme chaque semaine. Voici le sondage Ipsos pour France 2, Europe 1 et Le Point. Au premier tour, Nicolas Sarkozy est crédité de 33% des intentions de vote en baisse de 1 point. Ségolène Royal, elle, perd 4 points à 23%, alors même que François Bayrou en gagne 2 à 16%. C'est son meilleur score jusque-là dans un sondage. Jean-Marie Le Pen est stable à 13%, Olivier Besancenot 4% plus 1,5%, Marie-Georges Buffet 2,5% plus 0,5%, José Bové 2% stable, Arlette Laguillet et Philippe de Villiers 1,5%, Frédéric Nioux et Dominique Voynet 1%, Corinne Lepage, Nicolas Dupont-Aignan et Gérard Chivardi 0,5%. Au second tour, Nicolas Sarkozy l'emporterait avec 54% des voix. Il gagne 1 point contre Ségolène Royal, 46%, moins 1 point. Rappelons, on le fait souvent, qu'un sondage n'est qu'une photographie et pas une prévision du résultat. Cela dit, Ségolène Royal compte sur la semaine qui vient pour se relancer. Après son discours de Villepinte, beaucoup de critiques ont épinglé l'absence de chiffrage de son programme. Depuis, de nouvelles indications ont été données. On peut maintenant avoir une idée plus précise du coût des promesses des uns et des autres. Enquête François Baudonnet, José Boulestex. Combien coûtent les promesses d'un ou d'une candidate en campagne? La semaine dernière à Villepinte, Ségolène Royal avait pourtant vu venir le piège. La dette
public est devenu insoutenable. Mais malgré cette précaution oratoire au début de son discours, la candidate socialiste va annoncer pendant 2 heures des propositions, des dépenses que les experts vont s'empresser de chiffrer. 55 milliards d'euros dans un premier temps, 35 milliards d'euros seulement depuis ce matin, selon le Parti socialiste. Le PS qui devrait chiffrer dans quelques jours les recettes, mais qui met en avant ses réformes phares, comme l'augmentation du budget de la recherche, 7 milliards d'euros, ou la création d'une allocation autonomie pour les jeunes, 7 milliards d'euros également. Nous ne prendrons aucun engagement que nous ne pourrions tenir. Quand Ségolène Royal annonce une réforme, elle la réalisera. Lorsqu'elle annonce un chiffre, elle le tiendra. Cette polémique a également rattrapé Nicolas Sarkozy. Du coup, de 50 milliards d'euros en début de semaine dernière, le coût de son programme est lui aussi passé vendredi à 32 milliards d'euros. Comment? En jouant sur le calendrier. La baisse des prélèvements obligatoires ne devient plus par exemple pour l'UMP qu'un simple objectif. Il faudrait avoir pendant plusieurs années une croissance véritablement de l'ordre de 3%. Là, on pourrait effectivement baisser ce niveau de prélèvement. Mais avec une croissance, hypothèse prudente, autour de 2%, ça ne sera que progressif. Prudence donc pour pouvoir financer les mesures phares comme le budget de la recherche, 9 milliards, ou l'exonération de charges des heures supplémentaires, 4 milliards 600 millions d'euros. Derrière ces milliards se trouve l'Institut de l'entreprise, un cercle patronal d'ordinaire discret qui pour la première fois cette année chiffre les programmes des candidats. Alors, la cellule de chiffrage, ces travaux se déroulent ici, mais suivez-moi, vous verrez que ce n'est pas très spectaculaire. Pas très spectaculaire et pour cause. 3 hauts fonctionnaires travaillent ici, mais nous ne les verrons pas. Le sujet est tellement sensible qu'ils veulent rester anonymes. On a un expert de droite, un expert de gauche et je dirais un technicien pur, entre guillemets, et il travaille sur consensus, c'est-à-dire que tous les chiffrages qu'on publie sont des chiffrages sur lesquels les 3 se sont mis d'accord. L'Institut de l'entreprise n'a pas encore travaillé sur le programme de François Bayrou. Le candidat centriste le présentera début mars, mais il l'a déjà chiffré dans ses grandes lignes. Il coûte 20 milliards à peu près, entièrement équilibré par des économies. Quant à José Bové, peu importe la facture, le dernier candidat en date de la gauche revendique fièrement une note pour son programme de 160 milliards d'euros. Jean-Marie Le Pen lui a lancé un appel solennel à tous les élus du pays car il indique qu'il n'a pas les 500 parrainages nécessaires. Il faut rappeler que les candidats ont maintenant moins d'1 mois pour les réunir. Ahmed Tazir. Il est venu faire part d'une inquiétude. Ce matin, Jean-Marie Le Pen est catégorique. Il lui manquerait une 50aine de signatures pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Je lance aux élus, sénateurs, députés, conseillers régionaux, conseillers généraux et maires un appel solennel à me donner dans les meilleurs délais les parrainages qui me manquent. Ce sont mes millions d'électeurs qui le leur demandent. Merci d'avance. Problème, les maires sont de plus en plus réticents à accorder le précieux paraphe. Citez le bureau politique. Monsieur Le Pen, c'est pas vous qui leur faites peur, tout simplement? La question est saugrenue, je crois. Saugrenue la question? Pas forcément. Dans ce village de l'Hérault, Madame le maire a déjà fait son choix. Personne. Je ne parrainerai personne. En 2002, l'ancien maire avait parrainé Jean-Marie Le Pen. Il n'avait pas été réélu. Du coup, son successeur joue la prudence. Je dois rester neutre et je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de maires qui pensent pareil. Et est-ce que Philippe de Villiers pourrait avoir votre signature? Le candidat de Villiers vient lui aussi de lancer un appel solennel au maire. Et le temps presse. Les candidats ont jusqu'au 16 mars pour obtenir les 500 parrainages. Les chasseurs de signatures, eux, n'ont pas fini de courir. En bref, les obsèques de Maurice Papon auront finalement lieu mercredi à Grèce-Armainvilliers, en Seine-et-Marne. Ses proches souhaitent l'inhumer avec la Légion d'honneur qu'il n'avait plus le droit de porter, ce qui suscite, vous le savez, une polémique. À Beauvais, la fillette de 18 mois, disparue depuis vendredi, a donc été retrouvée saine et sauve. L'adolescente qui en avait la charge a été placée en garde à vue, ainsi que son petit ami, Gilles Marinet, Jean-Yves Blanc. Depuis samedi, la police patrouillait en permanence. Et c'est dans le centre-ville de Beauvais aujourd'hui que la jeune fille, l'enfant de 18 mois, ainsi qu'un homme ont été localisés à bord d'une voiture. L'important travail, le maillage sur le terrain, a permis donc de localiser ce véhicule vers midi et de procéder donc à l'interpellation en centre-ville dans de bonnes conditions de sécurité pour la jeune fille ainsi que pour le bébé.
Âgée de 20 ans, la mère de l'enfant habite dans ce foyer du quartier Argentine à Beauvais. Vendredi, elle a confié le bambin à une adolescente de 14 ans qu'elle connaît vaguement. En rupture familiale, la jeune fille sans domicile fixe traîne dans le quartier. C'est là qu'on l'apercevra samedi avec l'enfant. Le procureur de Beauvais partage le sentiment des policiers selon lequel l'adolescente et l'enfant ne sont pas loin. Le magistrat décide alors de ne pas lancer l'alerte enlèvement qui pourrait, selon elle, compliquer l'enquête. On pouvait penser que le dispositif pouvait contraindre ou pousser la jeune fille à s'éloigner de Beauvais au lieu de rester sur Beauvais. En tout état de cause, à un moment donné, il y a un choix à faire. Ce soir, l'enfant est hospitalisé mais se porte bien. La ravisseuse et son compagnon, un tout jeune homme, sont en garde à vue. Ils n'ont pas expliqué leur geste. Changement de climat au canal Saint-Martin à Paris. L'installation d'un village de tentes, vous le savez, avait provoqué un mouvement de sympathie et accéléré l'adoption d'un droit opposable au logement. Eh bien, quelques semaines plus tard, des dizaines de sans-abri sont toujours sur place avec les tentes. Mais les riverains dénoncent maintenant les bagarres et les violences. Augustin Legrand, chef de file des enfants de Don Quichotte, a décidé de retourner sur les lieux. Reportage Frédéric Montet, Régis Maté. C'est le plus grand camping parisien. 110 tentes aujourd'hui, 280 fin décembre. Autour du canal Saint-Martin, le décor n'a guère changé, mais les commerçants s'inquiètent de plus en plus. On a été souvent dérangés par des gens qui crachent des fois sur les clients parce qu'ils ne leur donnent pas de l'argent, parce qu'on ne les laisse pas entrer dans les toilettes. Ça peut être aussi simplement une SDF qui est tellement ivre qu'elle urine au bord, juste derrière vous, au bord du trottoir, et qui n'arrive pas à se reculoter. En cause, l'alcoolisme et la violence d'une minorité de SDF. Il en resterait 30 à 50 selon l'État, 110 selon les enfants de Don Quichotte. Le gouvernement promet des choses, mais en attendant, il n'y a pas de solution. Les gens, concrètement, sur le canal Saint-Martin, ils n'ont pas de solution. Comment vous voulez qu'ils aillent mieux et qu'ils se soignent, déjà qu'ils sont très marqués, qu'ils boivent beaucoup, comment vous voulez qu'ils s'en sortent sérieusement? Pour encadrer ces mal logés, les enfants de Don Quichotte misaient sur l'autogestion. Ils espéraient aussi la venue de travailleurs sociaux. Mais le gouvernement n'aurait pas tenu ses engagements. Alors Augustin Legrand revient camper dès ce soir. Je vais dormir ici. Alors peut-être que je ne vais pas dormir physiquement ici tous les soirs, mais je serai là le plus tard possible dans la nuit en attendant que tout le monde soit couché, parce que je vais éviter que les riverains se plaignent du bruit, des nuisances sonores. Je vais éviter qu'il y ait des gens qui soient trop alcoolisés sur le campement, parce qu'il y a des gens qui reviennent d'hôtels, qui ont été expulsés, qui sont là, qui y croient plus du tout et qui disent bon maintenant on n'a rien à foutre, etc. Voilà. Très remonté, le fondateur des enfants de Don Quichotte réclame la démission de Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale. Selon l'État, 216 SDF du canal Saint-Martin auraient été relogés depuis le 15 décembre dernier. L'ouverture du procès en appel de la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc. En première instance, 13 prévenus avaient été condamnés. 2 d'entre eux s'étaient pourvus en appel. Le responsable de la sécurité de l'installation et le maire de Chamonix. Cette première journée a été consacrée au récit du drame qui avait provoqué, rappelons-le, la mort de 39 personnes. L'environnement avec les bons réflexes des Français. En moins de 10 ans, par exemple, la part des ménages qui pratiquent le tri sélectif a triplé. Poubelles vertes d'un côté, poubelles jaunes de l'autre, pour permettre le recyclage notamment des papiers et des matières plastiques. Où en est cette filière de recyclage? Que deviennent nos vieux plastiques? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Alban Mikosi, Jean-François Monnier. Un jour viendra, en 2050 pour les uns, 2080 pour les autres, l'épuisement des ressources pétrolières, la fin d'une époque, l'apogée d'une autre, celle du recyclage. Christine Alator est une militante. Devant sa maison, 2 poubelles différentes, dans la grise, les déchets organiques, dans la verte, les recyclables. Du carton, des bouteilles, des briques alimentaires, ainsi que les bidons. Vous savez ce que ça devient un bidon comme celui-là? Oui, bien sûr. Alors, ils font des bancs, ils font des coques de piscine, voilà, ils font plein de choses. Ils font des pulls. Quelle nouvelle vie pour le bidon de Christine, un banc, un arrosoir ou un pull? Nous avons suivi son itinéraire. Pour l'instant, la poubelle est disposée devant la maison. En moyenne, avec 12 bouteilles transformées, on fait un oreiller en synthétique, une couette avec 67, un banc public avec 450. 8 h du matin, les 800 éboueurs de la région lyonnaise finissent leur collecte. Quartier par quartier, ils récupèrent les déchets recyclables, en moyenne 500 grammes par jour et par personne. La quantité progresse avec le nombre de Français convertis au tri des emballages.
Actuellement, nous avons une collecte hebdomadaire de bacs verts et à partir du 1er janvier 2008, on va passer à 2 collectes par semaine. 20 km de transport en moyenne et le bidon marque une première étape. Voilà, quelques heures plus tard, notre bidon est arrivé ici au centre de tri régional avec les quelques 150 tonnes de déchets qui vont y être recyclés quotidiennement. Une quantité en forte augmentation. C'est le signe que la France, petit à petit, rattrape son retard. Avec les bouteilles plastiques jetées chaque année par les Français, il y aurait de quoi remplir 2 fois le Stade de France. Au centre de tri, on va maintenant séparer le papier des cartons et des plastiques, sans oublier les tonnes d'objets arrivés ici par erreur. C'est quoi ces intrus par exemple? Des cafetières, des jantes de voitures, des blocs moteurs, du câble électrique, ce qui normalement est destiné à la déchetterie. Ce centre de tri est l'un des plus modernes de France. En quelques minutes, les flacons sont conditionnés en ballots de 300 kg de plastique pratiquement pur, prêts à être retraités. Dans les usines de régénération, on va broyer toutes ces bouteilles, les laver, sécher cette matière pour faire des paillettes. Ces paillettes ensuite seront fondues pour faire des petits granulés. Et ces granulés de PEHD, de polyéthylène, seront vendus à l'industrie de la plasturgie pour fabriquer de nouveaux objets qui vont être utiles dans notre vie de tous les jours. Notre bidon de départ est là, transformé en milliers de grains, vendu au poids 30% moins cher que le plastique originel. Portés à 180 degrés, ils seront remodelés pour une nouvelle vie. En l'occurrence, dans cette usine de l'Isère, ce sont des sièges auto pour bébés. Et ce n'est pas parce que le plastique est recyclé que les tests sont moins sévères. L'entreprise Tintex en produit 22 000 par jour. Elle est leader sur le marché européen. Illustration d'une France qui a rattrapé son retard. Ce bidon qui va devenir l'assise d'un siège auto est un exemple tout à fait clair du recyclage qui aujourd'hui en France représente une économie en matières premières de l'ordre de 3 millions de tonnes. 60% des emballages sont effectivement recyclés. Parti de zéro dans les années 80, le recyclage permet déjà une réduction de 4% de la consommation française de pétrole et diminue d'autant le nombre d'emballages dans les décharges. À l'étranger, d'abord cette poignée de main qui témoigne d'un meilleur climat au Proche-Orient, même si personne n'en attend de miracle. Pour la première fois depuis des années, le président palestinien Mahmoud Abbas et le Premier ministre israélien Ehud Olmert ont discuté de l'objectif à atteindre à long terme, à savoir un futur État palestinien, et ils sont tombés d'accord là-dessus. Rien n'a été dit en revanche sur la question cruciale des moyens d'y arriver. La participation du Hamas au gouvernement palestinien est notamment l'objet d'un vif désaccord. La réunion, vous l'avez vu, était parrainée par la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice. Les États-Unis, où le Congrès nouvellement élu vient de mandater la NASA pour renforcer la surveillance des astéroïdes. Un groupe de scientifiques vient d'ailleurs de demander à l'ONU de lancer une mission pour dévier la course de l'un d'entre eux qui pourrait frôler ou heurter la Terre en 2036, un objet de plus de 300 mètres de long. Explication Nicolas Lemarinier. Il s'appelle Apophis, mesure 390 mètres de long, se dirige droit vers notre système solaire et si tout se passe mal, il percutera la Terre le 13 avril 2036. Pour être précis, il y a une chance sur 45 000 que cela arrive. À l'échelle de l'espace, c'est suffisamment inquiétant pour que les scientifiques alertent la communauté internationale. Ce n'est plus une question de probabilité, savoir si ça peut avoir lieu, mais il s'agit de repérer l'astéroïde qui frappera la Terre. Sous la pression des chercheurs, le Congrès américain a déjà demandé à la NASA de renforcer la surveillance du ciel. Mais cette fois, les experts internationaux demandent directement à l'ONU de financer un plan d'action pour dévier la course des astéroïdes dangereux. Un petit vaisseau pourrait percuter l'astéroïde et ralentir sa course. Si ça ne suffit pas, on recommence. Il suffit de freiner l'astéroïde de quelques millimètres par seconde et au bout de 10 à 12 ans, il aurait suffisamment ralenti pour éviter la Terre. Un projet ambitieux dont pourrait dépendre un jour la survie de l'homme. Il y a 65 millions d'années, la collision d'un astéroïde avec la Terre aurait provoqué la disparition des dinosaures et exterminé pratiquement toute forme de vie sur notre planète.
En bref, encore à l'étranger, un attentat meurtrier la nuit dernière contre un train reliant l'Inde au Pakistan, surnommé le train de l'amitié car il symbolisait lors de son inauguration il y a 30 ans la volonté de rapprochement des deux nations. L'explosion a fait au moins 67 morts et des deux côtés de la frontière, on estime que les terroristes ont voulu enrayer le processus de paix entre Delhi et Islamabad. Un suspect aurait été arrêté. Et puis sachez que le virus H5N1 de la grippe aviaire détecté sur des volailles dans la région de Moscou, on en parlait hier ici même, est bien de souche asiatique, c'est-à-dire qu'il est particulièrement virulent. Les autorités russes estiment que la situation est maîtrisée et vous le voyez, des vaccinations de masse sont en cours. Un nouveau signe de la montée en puissance de la Chine. Las Vegas vient d'être détrôné par Macao. 8 ans après son retour dans le giron chinois, le territoire vient de devenir la capitale mondiale du jeu avec toutes les extravagances imaginables. Sur place, Pascal Golomer, Sylvain Giaume. Tapis rouge et tenue de soirée, c'est un casino qu'on inaugure. Le 25e à Macao. Alors il faut que ça se sache. À l'intérieur, 40 000 mètres carrés sur 3 étages dédiés au blackjack, baccarat, poker et autres roulettes. 240 tables de jeu, près de 500 machines à sous, il y en a pour toutes les bourses. Nous ne sommes pas chez n'importe qui. Ce casino, c'est le nouveau navire amiral de celui qu'on appelle ici Stanley. Stanley Ho, 85 ans, dont 45 passés à développer un petit empire qui l'a rendu milliardaire. Nous détenions à la fin de l'année 2006 63% du marché du jeu à Macao, ce qui est très bien. Certes, mais il y a encore 5 ans, Stanley avait le monopole du jeu à Macao. Depuis, cette ancienne colonie portugaise, redevenue territoire chinois en 1999, s'est ouverte à la concurrence. Les Américains sont aussitôt arrivés, attirés par la poule aux œufs d'or. Steve Wynn a construit la copie conforme du dernier hôtel casino qu'il a ouvert à Las Vegas. Ici, tout n'est que luxe, calme et volupté, magasins de grandes marques, restaurants raffinés, 600 chambres, jusqu'à 3 000 € la nuit. Et cela n'aurait rien d'exagéré. Il y a un marché énorme ici, avec l'émergence de la Chine bien sûr, mais aussi avec la hausse du niveau de vie dans tous les pays de la région, qui permet à la population d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. L'an dernier, Macao a attiré 22 millions de visiteurs, 10 millions de plus qu'en 2004. Et pour la première fois, les salles de jeu ont brassé davantage d'argent que celles de Las Vegas. Mais ce n'est qu'un début. Les promoteurs gagnent des terrains sur la mer pour y construire des casinos, mais surtout des hôtels plus démesurés les uns que les autres. 30 000 chambres supplémentaires dans les 5 prochaines années. Pour tous ceux qui investissent à Macao, la partie n'est pas pour autant gagnée d'avance, car ils vont devoir affronter la concurrence de nouveaux casinos-hôtels à Singapour et à Taïwan. Mais en cas de succès, ils récupéreront beaucoup plus que leur mise de départ. On parlait tout à l'heure des gestes quotidiens pour l'environnement. En Belgique, la 3e journée du pullover était organisée ce week-end. Le principe est très simple, s'habiller plus chaudement pour baisser les radiateurs. Une journée bien suivie. Mallory Aounou. 1, 2, 3, tous à vos pulls. Zip, col roulé, capuche, tenue chaude exigée. Pour la journée des gros pulls, même les bonnets et les gants sont admis en classe. Le but, économiser le chauffage. Histoire de fêter l'anniversaire du protocole de Kyoto et de prendre conscience des mauvaises habitudes. Nous gaspillons beaucoup d'énergie. Par exemple, quand il fait trop chaud en classe, on ouvre simplement la fenêtre et toute la chaleur s'échappe à l'extérieur. Avec 3 degrés de moins, les 1600 écoles participantes ont réduit de 390 tonnes leurs émissions de CO2, avec en prime des activités. Dans ce collège, c'est carnaval style sibérien et inspection énergétique avec distribution de bons points. Nous sensibilisons les gens à éteindre les lumières quand ils sortent, à éteindre les ordinateurs, à fermer les portes et les fenêtres. Cela permet d'économiser 15% d'énergie. Administrations et entreprises se sont également jointes à la ronde. En tout, pour cette 3e édition du Gros Pull, quelques 650 000 Flamands ont enfilé un chandail ou passé une écharpe. En France, la suite du procès de la marée noire de l'Erika, il entre dans sa 2e semaine. 8 ans après, nous avons voulu savoir s'il restait du fioul sur les rivages ou les fonds marins. Eh bien, apparemment, la réponse est non. L'océan agit comme une lessiveuse. Agnès Montetrist dans Le Braz.
Décembre 99, 20 000 tonnes de fioul lourd se déversent dans l'océan, puis sur le littoral. 7 ans plus tard, les spécialistes sont formels. Le milieu sous-marin va plutôt bien. Pourtant, après la catastrophe, ce fut une hécatombe, surtout pour les organismes qui vivaient sur les côtes balayées par les marées sans pouvoir fuir la pollution. Énormément d'organismes fixés, comme des anémones, mais également des mollusques, comme les moules, et puis les oursins également, qui ont été beaucoup touchés, ont été parmi les premières victimes du pétrole de l'Erika sur les côtes. Intoxiquées, certaines espèces d'oursins ont ainsi disparu des côtes polluées avant de les recoloniser en l'espace de 2 ans grâce au courant. L'océan agit en fait comme une lessiveuse. Quand il y a une marée noire, les produits les plus toxiques, mortels, s'évaporent en quelques jours. Les courants disloquent la nappe et des micro-organismes transforment les hydrocarbures. Le fioul de l'Aboco Cadiz, léger, était ainsi presque entièrement dégradable. Mais pas celui de l'Erika, dont il restait 80% de produits lourds qui sont en partie tombés au fond des océans. Dans ces fameux produits lourds, il y a les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont certains sont cancérigènes et dont on ne connaît pas très bien l'impact à long terme. À l'époque, il y avait en fait peu de suivi du milieu marin. Depuis, un réseau s'est mis en place qui surveille les fonds tous les étés et constate l'apparition et la disparition de certaines espèces. Il s'est passé quelque chose, il y a des modifications du milieu marin. L'Erika peut y être pour quelque chose, il y a sûrement des traces, il a sûrement permis quand même à certains cortèges d'espèces de disparaître, pour libérer de l'espace, qui a permis à d'autres espèces de coloniser. Mais il y a certainement d'autres paramètres qui influent également, qui jouent. Réchauffement climatique, changement de turbidité, les raisons sont multiples pour expliquer ces modifications. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des limites à ne pas franchir pour que l'océan conserve son pouvoir réparateur. Le premier palmarès des grands cuisiniers. Il ne s'agit pas d'un classement sur le contenu de l'assiette, mais sur le volume d'affaires réalisées. Cela fait bien longtemps, en effet, que les grands chefs sont aussi des entrepreneurs. Pas de surprise, c'est Alain Ducasse qui devance ses pairs. Julien Beaumont, Léo Lamberton. Un chef sans toc. Même au repos, Jacques Courcel, 2 étoiles au guide Michelin, passe en cuisine. Une brigade qui a appris à fonctionner sans lui. Car le chef et son frère sont souvent en déplacement dans leurs divers restaurants, une vingtaine d'établissements dans le monde. Et en bon chef d'entreprise, on parle plus de développement que d'argent. Cette diversification, elle est nécessaire, et puis aujourd'hui, il faut savoir que le marché, il est mondial. Il y a une vraie demande pour de la restauration française à l'étranger, et jusqu'à maintenant, on voyait des chefs anglais, des chefs allemands, des chefs autrichiens tenir les restaurants français. C'est une aberration. Aujourd'hui, il faut que ce soit des chefs français qui soient en cuisine et qui fassent de la restauration française à l'étranger. Les jumeaux Pourcel comptent 600 collaborateurs. Ils sont implantés en France, en Angleterre, en Suisse et en Asie. Ils brassent 37,5 millions d'euros. Devant eux, le cuisinier du siècle, Joël Rebuchon. On le retrouve à Hong Kong, Las Vegas, New York, mais aussi sur France Télévisions ou en librairie. Chiffre d'affaires, 60 millions d'euros. Le mieux payé au monde est Alain Ducasse, plus souvent dans les avions qu'en cuisine. Monsieur 9 étoiles atteint les 93 millions d'euros. Des implantations mondiales pour s'adapter à une clientèle aisée qui voyage beaucoup, mais aucun marché n'est oublié. Exemple avec les petits plats cuisinés. Je crois qu'un grand chef qui prépare des plats met en valeur justement et rend possible l'accès à une certaine cuisine à un plus grand nombre. Des produits 30% plus chers que les plats cuisinés classiques. Cela reste quand même une bonne affaire, car si vous souhaitez vous payer une table chez un grand chef, l'addition risque d'être 25 fois plus salée. Un classement établi par nos confrères du Figaro. Les vacances, on connaissait la vogue des gîtes ruraux. Certains agriculteurs ont creusé le filon. Voici le dernier cri pour les citadins. Les séjours en immersion totale à la ferme avec au programme traite des vaches au petit matin ou conduite du tracteur. Reportage près de Saint-Étienne, Romain Messi, Olivier Jacquelin. C'est un réveil en fanfare et pour eux c'est aussi le signal des vacances. Ce couple et leur garçon de 7 ans ont choisi Burdigne et son gîte rural. Ici plus de vaches que d'habitants. Au programme, la vie, comme à la ferme. Quand c'est marqué 2,1, il faut leur donner 2, ça fait presque pareil. La ferme, c'est surtout comme ça, c'est vraiment un retour aux sources, quoi. La ville, vous en avez marre de temps en temps? Ben oui, c'est le stress, c'est le bruit, c'est voilà, la campagne, la nature.
Ils sont citadins, mais ils préfèrent le tracteur et le cochon au ski et aux remontées mécaniques. La campagne, c'est moins cher, mais pas seulement. Il y a quand même moins de monde, et puis c'est plus agréable. Le ski dans les grandes stations, ça ressemble un peu à la ville, hein, c'est un peu Paris. C'est pas tout à fait mon truc. Hein. Comme eux, ils sont nombreux. Le gîte rural affiche complet pendant les vacances scolaires, un succès touristique qui enthousiasme les jeunes générations restées au village. Je pense que c'est indispensable. Les gens, justement, ils connaissent de moins en moins les animaux de la ferme, ils connaissent de moins en moins le métier d'agriculteur, de paysan, je dirais même. Et il faut garder ce contact. Et il y a bien sûr les produits de la table, tous faits maison. Ça, je vous garantis que le coffre va être plein de fromage, de yaourt, de lait, de tout ce qui peut se conserver, de porc, parce qu'on ne trouve pas ça chez nous. Plaisir des papilles et plaisir des yeux, le tourisme vert a le vent en poupe, lui qui ne craint pas les changements de saison. Le premier temps fort de l'année de l'Arménie en France. Les présidents Chirac et Kocharyan ont inauguré ensemble l'exposition Armenia Sacra au Louvre. Des croix, des reliquaires, des stèles, 200 œuvres retracent l'évolution de l'art chrétien arménien. Une année de l'Arménie qui mobilise les représentants les plus illustres de la communauté en France. Exemple, Charles Aznavour qui chantait à l'Opéra Garnier à Paris ce week-end. À 82 ans, le chanteur sort par ailleurs un nouveau disque. Olivier Lenouza, Mathieu Bierden. Le salut des élèves au maître. Bruel Pani ne pouvait refuser une invitation lancée par Charles Aznavour. Une soirée de gala à l'opéra. Un concert unique au profit des enfants d'Arménie, dont le cœur bat en coulisses. Les enfants, quand ils voient Aznavour, ils en ont le souffle coupé. Le bonheur, la fierté de chanter avec lui sur scène. L'Arménie, le pays des parents de Charles Aznavour, le combat de toute une vie pour les générations futures. Je me suis préoccupé de l'enfance et je voudrais que cette enfance devienne forte et qu'elle soit un exemple pour le monde. Son nouveau disque, il l'a enregistré à Cuba, une première. Rythme latino en compagnie du maître pianiste, Chucho Valdés. Un album engagé, où il parle d'écologie, évoque la banlieue. Jeunesse désœuvrée qui chahute et s'agite dans des couloirs crasseux. Égratigne les politiques. Terrain de jeu d'enfants. La gauche ou bien la droite, où est la différence dans leur discours pompeux pour récolter des voix? J'ai perdu la foi dans la politique. La gauche, la droite, un jour ça ne peut plus exister vraiment, aussi comme ça existe aujourd'hui. Ils vont être obligés de changer parce que le peuple a changé, parce que le monde a changé, parce que ce que nous voulons a changé. L'homme s'en fout, il vit sa vie, un point c'est tout. Charles Aznavour dénonce également la terre menacée, meurtrie par les hommes. Le monde sans dessus-dessous, la terre meurt. Réveillons-nous. Un titre interprété en public pour la première fois ce soir-là à l'Opéra. Quel joli baptême. Sport football, une occasion manquée pour Marseille en 25e journée de Ligue 1. Marseille tenu en échec par Nantes 0-0 au stade Vélodrome. L'OM s'est heurté au Diable Rouge, Fabien Barthez, au mieux de sa forme dans les cages nantaises. Il a multiplié, vous le voyez, les arrêts. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est du basket. Tony Parker fait toujours des merveilles. Le Français participait au grand show annuel du All-Star Game à Las Vegas. Son équipe composée des meilleurs joueurs de l'Ouest a battu les meilleurs de l'Est, 153-132. Il a marqué 8 points et le succès a été partagé avec sa compagne, l'actrice Eva Longoria, que vous avez brièvement aperçue. Ce gala est également l'occasion d'un concours de smash à mi-chemin, entre le spectacle et le sport, où tout est permis. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Valérie Alexandre, la pluie revient vers l'ouest. 20h50, FBI porté disparu. 3 épisodes inédits. À demain.